Bonjour. Voilà, nous sommes ensemble encore pour cet audio où nous allons étudier les blessures en lien avec l'énergie du mois d'avril. Dans ce podcast, nous étudions l'évolution de l'énergie sur Terre en lien avec le cycle de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire les lunes, les mois de l'année, les saisons, et leur impact que ça peut avoir sur nous, en nous, en tant qu'être humain et en tant qu'être vivant, dans nos émotions, dans notre psyché, dans notre conscience, dans notre corps et aussi dans nos relations, dans nos vies, dans notre couple, etc. Nous prenons comme référentiel le référentiel de l'année et on étudie donc chaque mois de l'année les énergies que nous rencontrons. C'est un référentiel qui nous parle d'un cycle d'évolution. Et nous pouvons utiliser ce référentiel pour tous les cycles que nous traversons dans notre vie. Pas forcément que celui d'une année, mais tous les cycles, ça peut être le cycle de notre couple, ça peut être le cycle de notre vie. On peut relier les énergies des mois à des grandes périodes de notre vie, aux âges de notre vie. Ça peut être le cycle d'un emploi, par exemple, où à la fin d'un cycle, on sent qu'on a envie de changer de poste ou de travail. On observe dans nos vies comme ça qu'il est possible qu'on évolue par cycle et qu'à un moment, on se sent à la fin d'un cycle et puis que ça va amorcer un changement, un renouveau et puis qu'à un moment, on se sent dans un nouveau cycle. Donc avril nous parle de cette période, si on reprend le cycle de la journée. Avril, donc, on a vu que c'était le petit matin entre 7h30 et 9h30 de la journée. Et donc, ça correspond à cette période dans tous nos cycles, en fait. C'est une période après avoir démarré le cycle, c'était mars. En avril, on est dans l'énergie du démarrage. Dans notre vie, ça correspond aux énergies de notre petite enfance. Alors, quelles sont les blessures donc liées à cette énergie du mois d'avril, que ce soit dans l'année, que ce soit dans nos cycles ou que ce soit dans notre vie? Voilà ce qu'on pourrait retrouver dans toutes les dynamiques que nous traversons en lien avec le démarrage de quelque chose. La première chose, la première grande blessure qui va se passer pour l'être humain, c'est le fait d'être coupé du monde intangible. Nous savons aujourd'hui que les enfants sont reliés, quand ils arrivent sur Terre, les bébés et puis les petits-enfants voient le monde de l'intangible. Ils ont des visions, ils perçoivent, d'ailleurs ça anime aussi leur jeu. Ils sont dans l'autre monde, ils sont aussi beaucoup dans l'imaginaire, dans les symboles, ils parlent de manière symbolique. Et parfois, ils disent des choses, ils disent voir des choses, ou comprendre des choses où ils nous parlent de façon symbolique et nous, les adultes, ça peut nous déranger. On ne sait pas quoi répondre. L'enfant, il va être coupé petit à petit de l'autre monde par la rationalité de l'adulte, où on va invalider ce qu'il nous raconte. On va essayer de rationaliser parce qu'on n'a pas la même vision du monde que lui. Lui, il a une vision, il est relié aux deux mondes, et puis il a aussi une vision émotionnelle, puisqu'il est en train de développer son néocortex. Et une vision beaucoup plus aussi corporelle, ça on le verra au mois de mai. Et nous, les adultes, nous avons développé notre vision très rationnelle et très pauvre finalement de la réalité de notre monde et nous allons couper l'enfant de cette réalité dans laquelle il est pour le façonner, le formater à une réalité beaucoup plus rationnelle et liée à l'illusion du voile de la réalité. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Donc, l'enfant va s'adapter à ça, il va se couper, il va couper ses perceptions, il va prendre un regard beaucoup plus rationnel. Alors, l'adaptation à ça, elle se fait soit en excès, soit en défaut. Et on va retrouver une éducation en lien avec la présence du monde tangible et intangible, soit en excès, soit en défaut. En excès, ça va être
Oui, oui, l'intangible existe. Et on va faire des pratiques spirituelles avec l'enfant et on peut l'amener dans des dogmes religieux ou spirituels ou dans des sectes et lui faire des expériences paranormales qui peuvent aller en excès et donc où il peut y avoir vraiment des dérapages sectaires, dérapages d'expérience, amener des enfants dans des rituels qui ne sont pas qui sont peut-être, admettons, mal protégés au niveau du monde de l'intangible et connecter l'enfant à des énergies malsaines qui va l'amener dans une explosion de sa protection vibratoire énergétique de son espace sacré et va créer des dommages dans son être profond. On peut aussi vivre l'effet inverse, hein, une famille qui serait très matérialiste, très rationnelle, très incroyante, pourrait amener ses enfants à se couper et à ironiser et à faire passer le message de quelque chose d'enfantin, de délirant, d'immature pour les personnes qui croient à la présence d'autre chose dans notre monde. Et ça amènerait donc l'enfant à se construire dans une sensation qu'il ne faut pas s'ouvrir à ces mondes-là, parce que c'est bête, c'est immature, ou alors c'est mal. C'est mal. Il y a aussi ça dans la religion. La religion nous fait comprendre que si on adhère à d'autres croyances que les siennes, s'ouvrir à un champ de vision plus vaste que les siennes, c'est mal. Donc, dans cette première blessure, d'être coupé de l'autre monde, du monde de l'intangible, nous allons retrouver les dogmes, les interdits et les croyances ou les méconnaissances. Alors, soit on va retrouver les scientistes, hein, la science poussée à son excès, dogmatique, et qui croient finalement peut-être que l'être humain est le nombril de l'univers. On est en lien avec des personnes qui pensent avoir la connaissance et qui sont dans la méconnaissance, qui ont un regard pauvre et limité. Et là je parle des scientistes, des personnes qui se référencent que au monde de la matière, au monde physique. Il va y avoir un manque de recul sur notre vie si on est dans cet espace-là où nous allons tout interpréter comme si on avait le nez dans le guidon, sans avoir un regard de recul. Et ça va nous amener dans une souffrance, hein, une souffrance parce qu'on va perdre le sens de notre vie et on va croire ce qu'on voit, et ce qu'on voit, c'est juste une réalité fausse. Et du coup, c'est comme si nous-mêmes, on était dans un grand délire, celui de l'illusion de ce que l'on voit. Il va y avoir par opposition l'ignorance. Les personnes qui ne se renseignent pas, ne parlent jamais de ça avec leurs proches, ne côtoient pas des personnes qui ont accès à d'autres mondes ou refusent de parler avec elles par peur ou par croyance que de parler avec une personne qui fait par exemple des voyages chamaniques ou qui est médium ou qui a fait une expérience de mort imminente ou qui va voir une voyante, c'est mal, ou en fait on peut vivre énormément de mécanismes de défense dans les conversations où c'est des sujets qu'on n'arrive pas à aborder ensemble. Et donc il y a des personnes qui ne savent même pas que ça existe, qui sont vraiment dans l'ignorance du monde intangible et de ses lois, de ses règles, de comment ça fonctionne, et avec la croyance que c'est mal ou que ça n'existe pas, c'est juste du monde de la croyance. Donc ça va créer des scissions, hein, dans les familles, dans les couples, entre les enfants et les parents, dans les villages, dans les villes, entre les voisins, les amis. Et ça pourrait aussi créer des ponts. Parce que ça peut être des conversations super intéressantes à se faire un soir autour d'un barbecue, sous les étoiles justement, l'été.
Et donc, l'ignorance peut vraiment créer une coupure de vision, de compréhension et même de lien. Un autre espace très blessé, c'est celui des soignants. Que ce soit les médecins, que ce soit les psychiatres, les psychologues ou les thérapeutes, à partir du moment où on ne prend pas en compte la vision de l'intangible, c'est-à-dire des espaces énergétiques et vibratoires, nous fermons le champ des guérisons possibles, de la compréhension, de l'empathie et des orientations thérapeutiques possibles pour nos patients. Et nous avons un champ de guérison très limité, ce qui peut générer pour les patients des enfermements dans la souffrance et des mises sous traitement qui ne leur correspondent pas et des mauvaises orientations. Mais aussi, quand les patients parlent de ce qu'ils vivent, perçoivent, un regard de leur thérapeute sur eux un peu supérieur, la peur d'être jugé, voire même d'être mis sous traitement neuroleptique parce qu'on pourrait être pris pour délirant. Et donc, il s'installe parfois, certains patients ne parlent pas de ce qu'ils vivent à leur psychologue ou psychiatre par peur d'être même enfermés psychiatriquement. Et ça pose un réel problème aujourd'hui dans la prise en charge des traitements et des maladies. On va retrouver ce même problème de communication entre des soignants qui travaillent dans les espaces énergétiques et vibratoires et des psychiatres où il y a une difficulté, ou des médecins où il y a une difficulté d'avoir un travail en collaboration, un dialogue entre nous. Les psychiatres pensant finalement que ce que font les thérapeutes qui travaillent dans le monde de l'énergie ou de la vibration, c'est plus ou moins du charlatanisme, plus ou moins des croyances, plus ou moins des personnes qui pourraient abuser de leurs patients. Il y a une méfiance, une distance qui se met. C'est très très dommageable parce que si on imaginait qu'on travaillait en collaboration et si on imaginait qu'on pouvait créer des formations, des écoles avec des scientifiques et des personnes qui maîtrisent vraiment ce monde de l'énergie, de la vibration, on pourrait avoir des vrais métiers avec une vraie compétence, un vrai travail en collaboration qui nous amènerait dans une autre médecine. On va aussi trouver dans cette première blessure, qui est donc cette blessure d'être coupé de l'autre monde, du monde de l'intangible, on va retrouver le refus de la remise en question. Peut-être qu'à des moments dans notre vie, ces états de choc qu'on peut passer pour nous réveiller, des maladies, des traumatismes, des expériences de mort imminente, des expériences paranormales, etc., des conversations, un film qu'on a vu, un reportage, un livre qu'on lit, quelque chose nous éveille. Et dans notre entourage, on va vivre un refus de remise en question, ou des parents qui refusent de se remettre en question quand leurs enfants, leurs petits-enfants leur parlent de choses, par exemple, qu'ils voient dans la maison, ou un refus de remise en question nous-mêmes, sur nous-mêmes, alors que la vie nous interpelle pour qu'on puisse monter en conscience parce qu'on est en train de répéter des schémas qui sont délétères pour nous et notre entourage par manque de conscience. Donc un refus de remise en question, un refus d'élargir nos croyances. Évidemment, c'est parce que ça va générer, si on construit notre identité sur nos croyances, ça va générer, si on se remet en question, une perte d'identité, un effondrement du moi, de l'ego. Entre autres, pour les personnalités contrôlantes, c'est compliqué à vivre ça. Donc, il va y avoir peut-être même une crispation dogmatique et un refus total d'élargir ses croyances. Ça nous amène au dogmatisme, au scientisme, au sectarisme. À l'inverse, on peut trouver un monde spirituel trop ouvert, un monde spirituel en recherche, en réaction à ce monde fermé, avec, on le vit aujourd'hui dans la société, un appel d'air comme ça de personnes qui ont envie de faire des expériences, propositions de stages, propositions de formation, propositions de soins, dans des espaces finalement où les personnes qui encadrent ces propositions sont elles-mêmes assez immatures dans ce qu'elles font,
ne sont finalement pas professionnels. Et comme il y a un réel besoin d'ouverture, et ben, il y a de la demande. Et quand il y a de la demande, il y a de l'argent à se faire. Et donc, il y a des personnes qui peuvent rapidement ouvrir des espaces d'expérience, de stage, sans en avoir fait le chemin elles-mêmes. Maîtriser le monde de l'intangible demande vraiment, c'est un chemin initiatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi rationnelle. Il y a des lois électromagnétiques et vibratoires qu'on va découvrir à fur et à mesure du chemin et on va apprendre de nos erreurs. Et ça demande aussi souvent à avoir un maître initiatique dans le sens enseignant, quelqu'un qui a fait le chemin en avant sur nous et qui va répondre à nos questions ou nous expliquer ce qu'on est en train de vivre en fonction de ce qu'on vit. Donc, proposer des stages, des formations, des soins demande d'avoir fait vraiment un bout du chemin et d'avoir la connaissance de ce monde, la maîtrise de ce monde un minimum, entre autres en termes de protection et de nettoyage. Personnellement, je vois aujourd'hui qu'il y a énormément de traumatismes liés à un monde spirituel trop ouvert qui propose, dans une immaturité, plein de choses. Et les personnes qui participent à ces stages ou à ces rituels ou à ces formations peuvent revenir très chargées en entités négatives et un peu défoncées dans leur âme. Parfois beaucoup même. Le monde spirituel aujourd'hui pour moi dangereux. C'est un monde où on peut évoluer pour l'instant assez librement, je ne sais pas jusqu'à quand, au vu des lois que le gouvernement français cherche à mettre en place. Et de mon point de vue aujourd'hui, où j'en suis moi, dans ma profession, mes expériences personnelles, je trouve que c'est une bonne chose que le gouvernement français essaye de légiférer autour de ça, même si on sait bien que le pourquoi ils font ça n'est pas en lien avec protéger la population française, mais bien en lien avec éviter qu'on ait accès à ces espaces-là, qui sont aussi des espaces de soins et où finalement on reprendrait notre pouvoir personnel et ça c'est pas bénéfique aussi pour certains mondes, le monde des gens qui nous gouvernent. Mais si je reviens à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde spirituel, il y a comme un appel d'air, vous savez, comme un feu qui a pris, un petit foyer qui a été allumé et au début ben, c'est sympa. Ça nous fait découvrir quelque chose de nouveau et ça nous ramène à notre centre, ça nous ramène à quelque chose dont nous avons besoin, ça nous ramène une forme d'autonomie, de compréhension, ça nous élargit notre conscience et ça fait à un moment un appel d'air et si ce n'est pas contrôlé, ça peut créer un incendie. On en est là aujourd'hui. Pour moi, le monde spirituel est rempli du monde des fausses lumières, des faux maîtres, des personnes qui mettent sous emprise et c'est vraiment une blessure du mois d'avril. C'est comment on peut se faire défoncer dans nos champs vibratoires et énergétiques par des personnes qui nous pénètrent et qui nous explosent. On peut retrouver ça dans le monde spirituel, évidemment. Bon, là, c'était mon coup de gueule, hein. En lien avec cette façon, cette difficulté que l'on a de se reconnecter au monde de l'intangible et donc au monde de l'information, et cette difficulté que l'on a de se relier à l'espace de la vision et donc notre capacité à anticiper le futur. Aujourd'hui spécialement, nous sommes soumis à cette peur du futur qui est très alimentée par les médias, par tout un tas de théories diverses et variées, comme le réchauffement climatique, comme tout ce qu'on se raconte actuellement et qui nous dit que la vie sur Terre ne sera plus possible d'ici pas longtemps. Il y a beaucoup de peur et cela peut générer chez nous de la sidération en lien avec
la projection dans le futur et en lien aussi avec le sens de la vie. On se rappelle que la porte de l'Est, c'est la vie. Et aujourd'hui, il est probable qu'au niveau sociétal, dans le contexte dans lequel on a une grosse blessure en lien avec notre porte de l'Est. Hein. C'est mais quel est le sens de la vie aujourd'hui? Quel est le sens de faire des enfants? Où vont nos enfants? Quel est le sens de notre futur? Est-ce que notre futur est sécure? Et est-ce qu'on a envie d'avancer? C'est-à-dire, quelque part, est-ce qu'on a envie de se lever, de sortir de notre lit, puis d'aller acter notre vie? Ou est-ce qu'on préfère rester au lit parce que notre futur nous est donné comme dangereux? Alors, ça peut générer chez nous des états de sidération, des crises existentielles profondes, des difficultés à faire des choix pour notre futur en lien avec notre présent. Et cela nous demande de retrouver une grande autonomie en nous-mêmes, c'est-à-dire de prendre ce temps de recul, ce temps de silence, arrêter de parler avec nos amis, que ce soit dans les courants alternatifs ou que ce soit dans d'autres groupes qui sont peut-être moins alternatifs. Mais en fait, les deux sont pour moi la pièce d'une même monnaie. Finalement, ce qui se passe dans nos conversations, c'est qu'on se génère beaucoup de peur par nos questionnements, par nos croyances, par nos filtres sur la réalité, le futur. Et pour retrouver la paix intérieure, l'ancrage et se redresser dans notre masculin pour dire en avant, on va construire ce nouveau monde, ça nous demande une force dans notre masculin qui est la force de se mettre en recul dans la solitude, d'aller passer notre porte de Mars, c'est-à-dire d'aller checker tous les espaces de vision qui sont possibles à notre niveau pour monter en conscience et ensuite d'aller voir de l'espace où on est dans l'intangible, notre futur pour prendre les décisions dans le présent. Ça demande donc de grandir dans une grande forme d'autonomie et prendre notre place sur Terre dans cette nouvelle société qui essaye, ce nouveau monde qui essaye de se créer. Nous sommes sur Terre et c'est nous qui sommes en train de le créer. Nous avons notre place à y prendre. Et donc, la capacité d'aller voir loin nous donnera cette capacité à sentir quelles sont les décisions que nous allons prendre aujourd'hui pour pouvoir ancrer notre vie, notre présent, pour pouvoir créer ce futur qui est plus en lien avec ce que nous dit la vie et l'amour en nous. Finalement, sur cette dernière partie, on est un petit peu dans l'espace de la prophétie. Monter en capacité dans notre espace prophétique pour se caler sur une réalité en nous, celle de tous ces multi-regards, et entre autres en incluant la capacité à voir loin, ancrer en nous cette paix en lien avec ce que nous dit tous nos espaces de conscience. Finalement, la peur nous fige. En fait, tout ce que l'on anticipe est le fruit de notre peur et de notre mental. Et ça ne va pas se passer comme ça, en fait. Donc, ça nous demande la volonté d'aller changer de regard, d'aller changer de réalité et de se préparer vraiment à lâcher tout ce que l'on croit dans la réalité dans laquelle nous croyons être aujourd'hui, dans ce que l'on nous dit être, pour pouvoir repartir dans la confiance que si nous sommes sur Terre et en vie, c'est que nous sommes pris en charge par l'amour et aller voir ce que l'amour en nous dit, aller le voir, aller faire confiance à ce qu'on entend et lâcher prise à nos peurs, à nos croyances. Sinon, nous allons rester dans nos questionnements, dans nos peurs, nos anticipations erronées, dans tout ce qu'on va se raconter entre nous qui va générer de l'angoisse collective. Et donc, ça nous demande une grande capacité d'autonomie d'aller retourner dans notre cœur et d'aller voir ce que l'amour nous dit en lien avec le concret, le tangible. Alors, pour faire la transition entre cette première blessure qui est « je suis coupé de l'autre monde, coupé de l'au-delà, coupé du monde du haut, coupé du monde du ciel, coupé de l'intangible » et dans ma réalité, dans la matière, ça appauvrit, et ça m'enferme et ça me met dans la peur et dans le non-amour et dans la réaction. Pour faire le lien avec tout ça, la deuxième blessure très forte en lien avec cette énergie d'avril, c'est notre blessure au temps.
Si nous sommes dans une perception de la réalité liée au monde physique, et si nous n'avons pas la perception de la réalité du monde énergétique et vibratoire, non seulement nous avons une perception de réalité excessivement pauvre, mais nous restons enfermés dans la notion de l'espace et du temps et dans des limites très très serrées de notre vie. Nous n'avons pas accès à l'espace de tous les possibles. Et c'est la maladie de notre siècle. Nous manquons tous de temps, nous courons après tous le temps qui passe. Nous n'avons pas le temps, nous courons et nous disons toujours que tout ce qu'on dit c'est bien beau, mais nous n'avons pas le temps. Toute personne qui dit qu'elle n'a pas le temps, c'est vrai, mais c'est parce qu'elle a un référentiel dans le monde physique. La circulation de l'énergie de vie qui passe du monde physique au monde énergétique vibratoire, du monde vibratoire au monde énergétique et physique, ça c'est notre vraie réalité. Et dans deux espaces de nous, l'espace électromagnétique et vibratoire, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que nous pouvons en permanence réinformer notre notion du temps à partir du moment où on élargit notre regard et nos connexions. Alors là, je sais que je risque de parler chinois pour beaucoup de personnes, mais à partir du moment où vous lâchez la notion du temps et de l'espace et que vous vous en remettez à la perception énergétique et vibratoire de votre journée, par exemple, eh bien vous allez voir que le temps de la journée va changer. Vous allez voir que votre temps va s'allonger et que vous allez aussi passer à l'action de manière différente que si vous n'étiez pas dans ces perceptions-là. Le fait de vous reconnecter au monde énergétique et vibratoire vous donne une perception du temps tout à fait différente, avec la sensation que vous avez l'éternité devant vous et la sensation que les priorités que vous mettiez dans le monde de la matière n'en sont plus. Donc il y a des choses que vous allez lâcher, ne plus faire différemment, ou déléguer, ou tout simplement, la notion du temps, elle est très aléatoire, c'est la projection de notre mental qui définit le temps. Il n'existe pas. Donc, on peut le remanier comme l'on veut. Finalement, je parle là de la capacité à retrouver la gestion de nos énergies. C'est pour moi la grande qualité du masculin sacré, c'est ce masculin qui apprend à être le gardien de son énergie. Pour pouvoir y arriver, nous devons nous reconnecter aux autres mondes et cela nous demande de la discipline. Prendre le temps. On n'a pas le temps, mais il faut ralentir et prendre le temps de ralentir. Sinon, nous n'y arriverons encore moins. Mais j'ai pas le temps. Mais prends le temps. Mais j'ai pas le temps. Prends le temps. J'ai pas le temps. Prends le temps. Prends le temps tous les jours. Mets-toi une discipline en place et reconnecte-toi. Si tu n'as pas le temps de te reconnecter, tu vas mourir en fait dans le pas le temps. Ralentis. Ralentis partout. Dans tous les espaces de ta vie, ralentis en avril. Reconnecte-toi. Instaure la discipline de vie qui va faire que ton énergie de vie va se remettre à circuler et que tu vas pouvoir choisir ton chemin dans ce qui est bon pour toi, y aller et cheminer. C'est en avril que tu mets ça en place. Ensuite, effectivement, mai, juin, juillet, les choses vont s'accélérer. Tu vas passer dans la matière. C'est maintenant. Prends le temps, ralentis, observe, écoute, vois loin, redécide, fais tes retournements et vas-y dans ce qui est bon pour toi. Dans cette nouvelle discipline que tu vas mettre en route, qui va être bonne pour toi. Ensuite, on va arriver aux blessures de notre âme. Les blessures d'avril sont en lien avec quand la dualité est allée trop loin et que l'esprit humain est devenu trop pauvre dans sa conscience, dans sa perception, dans la conscience de ce qu'il fait. L'esprit de l'être humain devient pauvre, il devient bête et méchant. Et il va avoir des actions qui peuvent aller jusqu'à l'abomination. C'est peut-être que les blessures du mois d'avril sont aussi en lien avec les blessures du patriarcat, de la domination d'un masculin pauvre et méchant, j'ai envie de te dire, et dogmatique, qui n'avait pas cette perception de la conscience du masculin, du féminin,
et de la vie, en fait, et des lois de vie. Et donc, il y a une perte d'empathie, il y a un besoin de domination avec ses croyances, avec ses structures, avec ses dogmes, ses religions, son scientisme, etc. Et il va y avoir dans la domination une perte d'empathie, une perte de culpabilité. Le fait de se sentir coupable quand on fait quelque chose de pas bien, c'est important de le garder, ce sentiment de culpabilité, pour rectifier, s'excuser, rectifier, réparer. Et ça peut aller jusqu'à la mise en place de la psychopathologie et du psychopathe. Donc évidemment, on dit que notre société est une société qui crée la perversion. Le psychopathe, le pervers narcissique, on les voit de plus en plus dans nos gouvernements, mais aussi en tant que chef de nos entreprises, de nos banques, chef des armées, chez nos juges, dans notre police, en fait, on les voit partout, dans nos maisons. Bon, donc c'est une société qui est en bout de course et qui, à l'extrême de cette perte de conscience, va générer jusqu'à l'abomination. Et là, on est sur toutes les blessures que l'on fait, la pédocriminalité, tous les trafics d'organes. Je ne rentre pas là dans toutes les abominations qu'on peut faire sur les enfants aujourd'hui. Et c'est des choses qui sont, si on se donnait la peine de les écouter, qui sont accessibles maintenant. Certaines personnes en parlent sur Internet et qui probablement, on l'espère, vont ressurgir dans le futur à la conscience. Mais là aussi, il est plus facile pour nous de fermer les yeux et de continuer notre vie un petit peu comme ça sur nos rails. Et on arrive à une société qui ne sait plus prendre soin de ses enfants. Et là, on est vraiment dans l'abomination, on arrive dans l'intelligence artificielle. Et ça nous pose des grands questionnements. Jusqu'où on va aller ? On est encore dans une société qui abuse des femmes et où le conditionnement sexuel est tellement énorme avec la pornographie, avec tous les films que l'on regarde. Tous les schémas sexuels qui nous sont proposés sont juste des schémas, la plupart du temps, très immatures, très en dehors de la réalité de ce que nous sommes. Et quand on élargit notre regard et quand on regarde le monde dans lequel on est et ce qu'on propose à nos enfants, quand on élargit notre conscience, on s'aperçoit qu'on est vraiment une société très immature, très bébé. Alors à ce niveau-là, j'avais envie de vous partager des réflexions que se font certains scientifiques qui travaillent sur les mondes quantiques et les astrophysiciens qui se posent des questions par rapport aux confins de l'univers et éventuellement, est-ce qu'il existe des vies extraterrestres ? Quand on élargit notre regard, quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, il est évident que la réponse serait plutôt de dire probablement, c'est fort probable au vu de comment on semble comprendre qu'est fait l'univers, que nous ne sommes pas les seuls dans cet univers. Et là, vous dire en fait des réflexions, j'ai entendu de certains scientifiques qui expliquaient, qui essayent de dater le début de notre univers, la naissance de notre univers, en lien avec la naissance de la planète Terre. Et en fait, ils expliquent que la Terre, c'est une planète bébé. Par rapport elle a un âge très petit par rapport à l'âge de l'univers. On est peut-être un peu une planète Terre qui est encore peut-être un peu dans l'âge d'avril, quoi. Et ils expliquaient que notre évolution scientifique, elle est très bébé. Notre perception des choses, notre compréhension du monde, il est très bébé. Nous ne comprenons rien, en fait. Et ils nous expliquent qu'il est possible qu'il y ait des civilisations sur notre planète qui aient des milliards d'années d'avance sur nous en termes de technologie. Et que c'est pas parce que nous, on ne les voit pas qu'ils ne nous voient pas, voire qu'ils ne nous visitent pas. Mais au vu de l'espace, de l'univers ou des univers, si nous restons dans nos connaissances actuelles, nous ne pourrons pas explorer l'univers. Il faut pouvoir avoir cette capacité de voyager à travers le temps,
l'espace pour pouvoir accéder à des mondes qui sont infiniment lointains. Et il est possible que d'autres civilisations aient ces possibilités que nous ne les ayons pas. Je sais que c'est des sujets qui commencent à apparaître aujourd'hui dans le monde des médias, les gouvernements, la NASA, le gouvernement américain, certains astrophysiciens, certains pilotes de chasse aussi, certains militaires commencent à en parler publiquement. Il est possible qu'on ait des révélations qui nous soient faites dans les années qui arrivent. Dans le monde du soin, quand on a accès au monde de l'intangible, on a aussi accès à certaines informations qui vont dans ce sens-là. En tout cas, aujourd'hui, on peut juste, si on revient juste sur Terre et voir notre façon de fonctionner, juste en lien avec comment on préserve la vie sur Terre et le fonctionnement entre nous, on peut juste observer qu'effectivement, c'est comme si on était dans une cour de récréation de crèche de 2 ans où les enfants, ils se tirent les cheveux, ils se tapent, ils se mordent, ils se crachent dessus. Voilà, je crois qu'on n'en est pas plus loin en termes de maturation et de conscience. Effectivement, on peut peut-être se dire que l'être humain, en termes de conscience, n'est pas très encore mature. Ça, c'est le filtre, hein, c'est ma perception des choses, c'est mon filtre. Mais c'est aussi voilà, une réflexion que je vous propose d'écouter en vous. Alors, finalement, on s'aperçoit que cette capacité à nous faire retrouver la conscience du monde de l'intangible peut vraiment nous mettre dans une posture pas facile. Si on accepte de grandir, si on accepte de s'autonomiser, si on accepte aussi d'apprendre à se protéger dans ces mondes-là, d'y voir plus clair, si on apprend à avoir du discernement, à monter en conscience, ça c'est un chemin d'éveil, c'est ce qu'on appelle le chemin d'éveil. Il n'y a rien de transcendantal dans l'éveil, ça peut être transcendantal, mais la première partie de l'éveil, c'est de prendre conscience de l'absurdité dans laquelle on est. De prendre conscience de l'absurdité dans laquelle nous-mêmes nous co-créons dans notre couple, dans notre façon d'être en lien, dans nos relations, dans notre perception du monde, en lien avec nos propres blessures. La prise de conscience fait mal. Et à partir du moment où on a pris conscience, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a grandi, on ne peut pas revenir dans la naïveté dans laquelle on était avant. Alors, les avantages, c'est qu'on va récupérer de la liberté, de la joie, de la conscience, une liberté de choix. Et la joie en lien avec pas une joie naïve qui se cache, qui se voit la face en voulant continuer à jouer dans la cour de récréation d'une crèche, mais une joie de l'adulte qui a retrouvé sa liberté à être, qui est sorti de ses conditionnements et qui a retrouvé sa liberté de décider. Les personnes qui font des expériences de mort imminente nous le disent, hein, qu'elles ont du mal ensuite à mettre du temps à comprendre comment elles vont se restructurer dans leur relation parce qu'il y a plein de choses qu'elles ne peuvent pas parler et ça les met en souffrance, cette coupure avec l'autre. J'ai des perceptions d'autres mondes, j'ai un autre niveau de conscience, je comprends d'autres choses et les gens que je côtoie, mes proches, ne peuvent pas le comprendre et si j'en parle, on me regarde bizarrement, voire on se moque de moi, voire on m'avertit que je suis quelqu'un de dangereuse, de vrillée. Ça devient compliqué. Et on le voit aujourd'hui en lien avec finalement la société actuelle et tout ce monde complotiste hein, qui prend forme, soit parce qu'il est nommé de la part des gens qui ne veulent pas voir plus loin ou qui ne comprennent pas et qui vont dire tous ces gens-là qui ont un autre niveau de conscience sont des complotistes, soit parce qu'il y a des gens qui ont un autre niveau de conscience et qui en deviennent parano, c'est-à-dire qu'ils alimentent leur peur et qui ne vont pas voir plus loin que le bout de leur nez malgré tout. Ils ont eu un petit éveil de conscience sans récupérer la capacité
un peu prophétique ou visionnaire pour aller vraiment voir plus loin et sortir de la paranoïa. Et on va se retrouver aujourd'hui coincé dans le complotisme, entre tu es complotiste parce que tu as un autre niveau de regard que le gouvernement actuel, par exemple, ou que la société actuelle, et donc tout ce que tu dis avertit. Quand tu es un peu lanceur d'alerte, on te prend pour un complotiste. Ou alors tu es vraiment complotiste, c'est-à-dire tu es allé dans l'extrême inverse et tu es devenu paranoïaque parce que tu as peur, le fait que tu es monté en conscience a fait que tu n'as pas pu aller plus loin et tu n'as pas repris ton autonomie pour aller reprendre ta liberté à être et au-delà de ta peur, aller voir quel était ton pouvoir d'action et une forme de prophétie. Voilà, et aujourd'hui, on est bien coincé là-dedans au niveau sociétal, c'est compliqué. Ce travail de monter en conscience, c'est compliqué. C'est pas un travail simple, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et si on le fait, on a besoin de se relier à des groupes. Et dans ces groupes, ça crée des égrégores et ça, de nouveau, si on n'a pas dépassé cet espace de peur, d'autonomie, cet espace de conscience, si on n'a pas dépassé la dualité, on va retourner dans les fonctionnements de Mars dans ces groupes-là et ça va nous créer des blessures liées au système auquel on se relie. Que l'on se relie à des systèmes de type monde alternatif ou qu'on se relie à des systèmes de type monde entre guillemets conventionnel, on revivra les mêmes choses si notre état de conscience personnelle ne change pas. Et on peut répéter à l'infini une façon d'être dans des systèmes en croyant avoir trouvé une nouvelle famille, parce que c'est des gens qui correspondent plus à nos valeurs, à nos croyances, à notre regard sur le monde. Mais dans ces systèmes-là, on va retrouver le même cycle infernal qui tourne en boucle, parce qu'il y a un manque de conscience, un manque d'autonomie du masculin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si les gens se masturbaient dans leurs blessures. Voilà, c'est juste qu'ils ont fait un petit pas de plus, mais qu'ils n'ont pas fait ce saut quantique de conscience. Ils ne sont pas passés par la faille, par le portail énergétique, et ce petit pas de plus fait que l'ego s'en empare, ce sont des êtres éveillés, ils ont tout compris, ils avertissent et ils deviennent paranoïaques, et c'est des prophètes du malheur. Et ça, c'est pas OK du tout. C'est pas du tout l'énergie de la femme qui voit loin. Ce masculin dans la femme qui voit loin, il dépasse tout ça de très très loin, il repart vraiment, il passe par des portails énergétiques, il va voir loin et quand il revient dans sa posture, dans son corps, ce qu'il va acter, c'est quelque chose qui est radicalement différent de ce qui se passe dans notre société. C'est un autre paradigme. Ce masculin d'avril, il crée un nouveau paradigme. Alors, si on revient aux blessures que l'on va trouver dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, ben, ce sont les blessures d'état de choc, la sidération. L'état de choc, c'est quelque chose qui est venu nous défoncer et on est en état de sidération, soit de colère, soit de fuite. Sidération de l'âme, du corps, de l'esprit, l'incapacité à aller comprendre les choses plus loin, l'incapacité à bouger, notre système nerveux qui réagit en réaction, en procrastination, sidération dans l'âme avec des blessures qui tournent en boucle. Alors, il faut les repérer, les nommer, chercher des personnes qui peuvent nous aider. Il faut prier, on retourne dans l'énergie de Mars. On est tout à fait bloqué dans notre dualité, on prie et on va essayer de trouver une femme qui voit loin, qui va nous guérir. Hein, des personnes qui vont pouvoir nous faire faire des récupérations d'âme, prendre soin de nous, sur tous nos plans, esprit, âme, corps. On a vu dans ce conte, le corps est très important. Rassembler, remettre dans la sécurité, faire ralentir le système reptilien. Le système reptilien, c'est notre système nerveux qui est responsable de notre survie. Et s'il est en état de choc, il peut rester comme ça des années en train de nous informer que nous sommes en état de choc, que nous allons bientôt mourir. Et c'est réinformer le système nerveux reptilien, c'est de la thérapie psychocorporelle. Il faut trouver les bons thérapeutes, les bonnes pratiques pour enlever dans ce système nerveux de survie l'information de choc, de mort, de danger imminent. Alors,
ça va créer des états de choc post-traumatiques avec des changements de caractère, des changements de comportement, des phobies, etc., etc. On sait que l'accompagnement aux états de choc qui ont été importants, ça va être long. Il va falloir travailler sur tous les plans, doucement, au rythme de la personne, parce que pour la personne, c'est difficile d'aller se replonger dans ses blessures. Alors, on a des techniques aussi où nous, on peut le faire à leur place, en passant par les espaces énergétiques et vibratoires, comme le fait cette gardienne d'Avril, c'est elle qui prend en charge. Et quand Lumière d'étoile a la capacité de revenir dans son corps et en sécurité, elle va lui redonner, quand elle sera prête, son potentiel. Et là, aujourd'hui, nous développons des techniques de soins qui vont dans ce sens parce que si nous faisons passer par leur état de choc, les patients qui nous viennent en état de choc, ils ne reviennent pas en thérapie parce que leur mécanisme de défense est très violent pour eux. Leur mécanisme de défense fait de l'évitement, c'est normal. On va retrouver les blessures d'âme dans l'énergie d'Avril, donc les blessures karmiques, transgénérationnelles. Et on est dans le monde de l'étrangeté quand même. En thérapie, il ressurgit des images, des choses, et on se demande de quel espace dans le temps, ça nous vient. Le risque, en tant que professionnel de soins, c'est de nourrir des faux souvenirs, c'est de ramener du rationnel dans ces espaces-là. On sait très bien que quand on utilise des techniques diverses et variées, comme le MDR, l'hypnose, les régressions de conscience, et qu'on va aller chercher de l'information sur ce qui bloque nos patients, les images qui arrivent sont des images symboliques. Attention, toutes les interprétations rationnelles qu'on peut en faire qui seraient erronées. Ça serait faire de la création de faux souvenirs. On comprend que cette porte d'Avril nous demande d'être à la fois dans notre connaissance, engagement, compétence, et à la fois dans notre humilité. On ne perd pas conscience que nous sommes faits d'un cerveau rationnel qui va faire des projections avec ses limitations. Et ça nous remet dans une posture de recul et d'humilité. On cherche le passage. Comment on peut guérir de ça sans trop projeter avec notre mental peut-être des fausses informations qu'on aurait mal comprises, et donc créer une nouvelle réalité délirante, qui mettrait en danger un couple, une famille, des enfants, ou une histoire familiale. Attention, c'est compliqué cet espace-là, parce qu'on est dans deux réalités, le rationnel et l'irrationnel. Et comment les deux se rencontrent? C'est ça la question d'Avril. On peut retrouver en Avril la notion de clivage, et cette notion de clivage, ça va nous faire rencontrer des personnes avec plusieurs personnalités en elles, et souvent avec des emprises. Personnes sous emprise psychologique, emprise de certains systèmes, certaines croyances, emprise dans leur couple, emprise d'un patron, mais aussi emprise au niveau énergétique et vibratoire. Et là, ça devient complexe. Quand on trouve des emprises énergétiques et vibratoires, on passe dans le monde de l'exorcisme. Et il y a plusieurs niveaux d'exorcisme, du plus facile au plus dur. Et là, nous les thérapeutes, nous avons besoin de monter en connaissance, en capacité, en initiation, en compétence, parce que dans un monde qui ne prend pas soin de son âme, on trouve des âmes qui sont totalement malades, comme s'ils avaient un système immunitaire qui ne fonctionnait plus, et on trouve des âmes sous emprise. Et de mon point de vue, il y aurait besoin de faire un bel exorcisme à toute l'humanité aujourd'hui. Là, pareil, qu'on sache faire ou qu'on ne sache pas faire, il faut le repérer, le nommer et essayer d'orienter nos patients, ou soi-même chercher à trouver des personnes qui pourraient nous aider si on se sent sous emprise spirituelle, si on se sent sous emprise énergétique et vibratoire. Comment on trouve quelqu'un qui peut nous aider? Parce que c'est complexe, là, on est dans un monde très complexe et on est très limité sur Terre dans nos connaissances et nos capacités. Et on a bien compris qu'en même temps, actuellement, il y a un potentiel qui s'éveille, mais du coup, comme on est des bébés, il y a aussi beaucoup de
de pratiques dangereuses, avec des personnes dangereuses, je veux dire. Les pratiques, j'en sais rien, mais c'est les personnes qui les font qui sont dangereuses. Comment on fait pour trouver la bonne personne? Eh bien, on prie. On retourne en Mars, on est dans la dualité. On prie, et puis on ouvre son espace de conscience quand on nous propose, je sais pas, si je suis dans un salon de bien-être et que je passe à un stand de quelqu'un qui semble correspondre à mes demandes, je regarde, je vais voir avec mon troisième œil si je vais avec lui, où ça m'amène. J'apprends à ouvrir mon discernement dans ce monde spirituel où il y a énormément de fausses lumières, de faux maîtres, tout en ayant des techniques qui nous seraient très avantageuses pour nous guérir. C'est pas simple. Alors nous soignants, on va libérer les emprises sur tous les plans, c'est long. On va sécuriser nos patients, on va rassembler leurs parts, on va les guérir ces parts-là, on va les remettre en sécurité et à un moment, on va restructurer nos patients quand ils seront prêts. Beaucoup de soins individuels, c'est long, il faut les accompagner, c'est un processus, il faut en avoir l'intelligence, il faut se faire superviser. Il faut se faire superviser nous-mêmes. Ensuite, il peut y avoir des blessures d'âme un peu plus faciles à gérer, les blessures classiques, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Comment on fonctionne dedans? Comment on fonctionne dans nos blessures d'âme? Les repérer, regarder nos grands scénarios relationnels, nos scénarios, nos scénarios relationnels, quel est notre schéma relationnel qu'on met tout en route avec les autres, quelles blessures se cachent dessous, et là, la prise de conscience et le soin. Chacun le fera à sa façon. Évidemment, ça peut être aussi avec un thérapeute ou plusieurs thérapeutes. On va retrouver toutes les blessures liées à la sexualité, la pédocriminalité, l'inceste. Et puis, toute la sexualité dévoyée qu'on a pu vivre en tant qu'adolescent ou adolescente. Il va falloir déprogrammer tous nos programmes de sexualité à déprogrammer et toutes les conséquences qu'on en a dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, dans notre façon d'être en relation, dans nos couples, avec nos enfants. On va avoir des blessures à la sensualité. Les états de choc, les traumatismes sexuels font que les corps se rétractent, on ne peut pas être touché, on n'aime pas trop la sensualité, on n'aime pas trop aller dans l'éveil des sens de notre corps parce que ça nous remet face à nos blessures, nos abus. Je vous rappelle que les personnes qui ont eu des abus sexuels dans la petite enfance ne s'en souviennent pas. Et elles ont des clivages, d'abord parce que si c'était vraiment un petit âge, très petit âge, le néocortex n'étant pas développé, on n'en a pas le souvenir. Et donc, c'est difficile à retrouver en thérapie, par les pratiques de régression de conscience, en tout cas au niveau neurologique, parce que le système nerveux n'était pas mature à ce moment-là, donc il n'y a pas le souvenir dans le néocortex. On peut le retrouver en régression de conscience si les mécanismes de défense nous laissent passer, mais c'est tellement irrationnel que c'est difficile à valider par notre patient ou par nous-mêmes, si c'est nous-mêmes qui avons vécu ça. On va retrouver ces blessures engrammées dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Et ce sont nos proches ou nos thérapeutes qui vont petit à petit les détecter et nous en parler doucement. C'est très difficile, très difficile à aborder parce que tout notre système de défense est aux abois pour pas qu'on s'en approche parce que c'est l'extrême vulnérable qui est touché là. Évidemment, il va y avoir du coup ce problème de protection que n'a pas eu l'enfant ou la personne vulnérable. Là, c'est une adolescente qui a croisé une bande d'hommes. Elle n'a pas eu la protection de ces hommes sur elle. Une jeune vierge, une jeune femme appétissante, on la protège, elle est porteuse de vie. Et tout ce qui est problématique de protection physique, énergétique, vibratoire. Je rappelle là les protections qu'on doit mettre en place quand on fait un travail énergétique et vibratoire, pour nos patients, pour nous-mêmes. Toutes les problématiques de protection relationnelle, je rappelle là tous les cadres relationnels qu'on doit mettre en place quand on fait de la thérapie de groupe pour protéger
les relations au sein du groupe, parce qu'on va ouvrir l'espace des vulnérables, il faut que les relations soient protégées. Toutes les problématiques de protection peuvent nous amener à un syndrome psychotique d'explosement de notre espace sacré, de notre espace vital, vulnérable, et nous amener dans un syndrome psychotique, plus ou moins décompensé. J'ai presque envie de dire le pire étant pas trop décompensé, parce qu'on va dépenser énormément d'énergie à le contenir et à construire autour une adaptation. Et donc, ça ne se voit pas tant que ça, qu'on a un noyau, on appelle ça un noyau psychotique. On en a tous, plus ou moins. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre petite enfance? Les chocs, les traumatismes de notre petite enfance vont s'engrammer en noyau psychotique. Le noyau psychotique, c'est la sensation qu'a le bébé ou le petit enfant de ne pas être protégé et de partir en 1000 morceaux. Et il a la sensation que l'autre le pénètre, que l'autre est en lui, que l'autre le domine, que l'autre et lui, c'est la même chose. On va retrouver les personnes qui sont dans l'hypersensibilité énergétique vibratoire et dans le syndrome de l'envahissement, de la contamination. Et là, il va falloir retravailler les protections vibratoires, énergétiques, corporelles, psychologiques, relationnelles, le positionnement, etc. Donc là, c'est du soin, c'est une réparation de notre masculin. Chez les femmes et chez les hommes, la capacité qu'a la femme de voir à qui elle dit oui, à qui elle dit non, comment, et l'homme pareil ensuite, pour pouvoir retrouver nos espaces de protection, d'intégrité de notre espace sacré, de pouvoir protéger notre vulnérable, la vie en nous déjà, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos relations, dans notre cœur, et l'amour en nous, de protéger l'amour en nous. Ce masculin du mois d'avril, il monte en autonomie, et donc ça peut nous faire regarder aujourd'hui à quel niveau d'autonomie nous en sommes dans notre masculin sacré. Bien sûr que c'est un chemin, et parfois on peut faire des sauts quantiques. Courage donc. C'est pas une fatalité, c'est juste de la conscience à récupérer, de la connaissance, de pouvoir y mettre des mots, et puis de se mettre en route pour aller se guérir. Alors ça va nous demander de la conscience en tant que femme. J'en suis où? Dans la guérison avec mon masculin, parce que si j'ai pas un masculin de plus en plus guéri, la relation avec les hommes va être en effet miroir avec mon masculin. Si j'ai envie un jour de démarrer ma vie avec un peu plus d'amour, de conscience, d'amour et de vie dans mon couple, avec les hommes en général, avec mes fils, qu'est-ce que je transmets à mes enfants et aussi à mes filles en lien avec le masculin, bien sûr. Si j'ai envie de vivre une vie plus épanouie, je dois guérir mon masculin. C'est la première porte. Toute femme qui veut guérir son féminin doit d'abord guérir son masculin. C'est la porte. Et tout homme qui veut vivre plus en lien avec une femme ou des femmes ou le féminin de manière sans prise de tête. Vous savez, souvent les hommes, ils disent « Moi, ce que je veux, c'est une relation sans prise de tête. » Ce qui nous prend la tête, c'est la rationalité. C'est la pauvreté de l'esprit. C'est ta façon de voir le monde et le féminin que tu enfermes dans des cases. Donc, ouvre ton esprit, ouvre ta conscience, reprends la maîtrise de ton énergie. Nettoie-toi énergétiquement, parce que dans ta kundalini, qu'est-ce que tu vas mettre dans le corps de ta femme quand tu vas lui faire l'amour en termes d'énergie? Qu'est-ce que tu vas lui dire par ta parole quand tu la soutiens en termes d'énergie, avec ton regard? Est-ce que ton regard est multidimensionnel ou est-ce que tu as un regard fermé? Parce que l'intuition féminine, elle est reliée aux multiples. Souvent, les femmes qui viennent me voir en consultation ou dans les groupes de femmes, je l'entends souvent, mais où sont les hommes? On ne les voit pas en thérapie, on les voit quoi? On les voit dans le tantra, quoi. On les voit dans le monde du tantra, mais un peu dans le chamanisme, mais on les voit pas beaucoup dans le monde du développement spirituel, et ça crée des croyances chez les femmes que les hommes se mettant pas en route
c'est à cause d'eux, quelque part, que nous vivons des difficultés dans notre couple ou dans nos vies amoureuses. Ce discours, je le comprends rationnellement. Je ne l'ai jamais compris énergétiquement et vibratoirement. Moi, dans mon cœur, ça me dit, les hommes, ils sont où est le masculin des femmes? Nous sortons d'une période de patriarcat, nous sommes excessivement blessés, nous les femmes. Alors, continuons à guérir notre masculin et nous allons attirer, magnétiser à nous le masculin qui nous correspond. Alors, si on est en couple, ça ne veut pas dire qu'on va changer d'homme, ça veut dire que dans notre relation de couple, il y a des choses qui vont bouger, changer, parce que notre masculin va changer, ça va faire bouger le masculin de notre homme. Ça ne veut pas dire que ça va être simple, il y aura peut-être des périodes de crise. Ça veut dire que peut-être aussi à un moment, on se dira on ne peut plus rester ensemble. Et dans cette vision qui voit loin, on comprendra que peut-être il faut se séparer parce que c'est trop bloqué, trop malade, on ne sait pas. Il n'y a pas de regard blanc ou noir. C'est multidimensionnel, c'est complexe. On retourne dans Mars. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour nous? Qu'est-ce qui est juste pour notre écosystème? Et on se rappelle que la prière chamanique de Mars nous faisait voir d'abord les 4 directions, ces 4 directions magnétiques. On rentre dans quelque chose d'une intelligence électromagnétique. Ensuite, on se référait à la Terre, au ciel. Les 7 directions, c'est de l'intelligence électromagnétique. Et ensuite, on allait voir donc dans notre cœur. Et ensuite, on allait se positionner en lien avec plein d'autres directions, dont la direction des étoiles et des ancêtres, du grand mystère, de la planète Terre. Et là, on rentre dans des intelligences vibratoires. La prière chamanique de Mars, comme elle nous a enseigné dans ce conte, elle nous permet vraiment d'élargir notre regard sur les 3 plans, le plan physique, le plan électromagnétique, le plan vibratoire. Et la réponse à nos questions, elle n'est pas blanc ou noir, elle n'est pas c'est bien, c'est mal. Elle est, il faut que j'aille voir sur tous les plans et finalement, aller consulter les étoiles, le grand mystère et la Terre, comme Mars nous l'enseigne, c'est finalement être dans la posture de la femme qui voit loin. C'est à la capacité dans les espaces quantiques pour aller voir en finalité de cette prière chamanique de Mars qui est juste sur tous les plans pour aller voir la vérité. Et à un moment, j'aurai réponse à ma question. Je vais pouvoir me positionner et acter dans la matière, au plus juste qu'il était possible pour moi de le faire à ce moment-là, dans cet écosystème-là, au vu de mon état de conscience. Et ensuite, je m'en remets à l'amour, à la grâce, à l'abandon, au pardon, à la vie. Mais j'ai fait ce qui était en mon pouvoir de faire, j'ai repris ma responsabilité et j'y suis allée. Et pour cela, je crois que tout le monde nous remerciera, nous-mêmes, notre entourage et tous les espaces de conscience. Pour chaque fois que nous avons repris des décisions en lien avec notre masculin sacré, ça veut dire que nous sommes allés voir, écouter. Nous avons acté le recul, prendre le temps, le ralentissement, l'humilité pour faire ce travail d'élargissement de la conscience. À ce moment-là, nous aurons été acteurs de vie sur Terre. Et je crois qu'une victoire aura été remportée en nous-mêmes et avec les autres. Aussi, une fois qu'on est passé par cette porte d'or, par cette faille de l'univers, dans l'univers, on va accepter une restructuration totale. On va accepter de revenir un petit peu vers notre flocon de neige de février qui a été tout défoncé en mars et il va se guérir et se restructurer en avril. Et donc, on va passer par une phase de restructuration pour ensuite, il va y avoir un changement en nous d'identité, une montée en potentiel. Et c'est ce qui va faire la différence des gens qui font ce travail-là et des gens qui ne le font pas. C'est qu'ils grandissent, ils montent en potentiel, en positionnement. Et il faut avancer les choses en eux, autour d'eux et pour le monde. Je vous remercie profondément pour votre écoute. Je remercie tous les courageux qui tiennent le chemin et qui ont réussi à écouter tous les audios depuis le début. Donnez-moi de vos nouvelles. Comment allez-vous?
Vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires et quand il y aura cette question, je ferai peut-être un audio de réponse à vos questions. J'encourage les personnes qui sont intéressées par ce que je fais et qui ne trouvent pas le temps de me suivre, de se questionner en eux s'ils ont envie de me suivre et comment ils pourraient trouver le temps. Ça ne se trouve pas le temps. Il émerge en nous. Et même si vous tombez par hasard sur mes audios, que vous me suivez en pointillé, j'ai beaucoup de gratitude de savoir que vous êtes là, que vous m'écoutez, parce que moi, ça me permet de parler, ça me permet de m'exprimer, ça me permet de rassembler mes idées, ma puissance, ma connaissance, de transmettre. Et moi, j'ai besoin de vous pour pouvoir le faire. Ça me permet de grandir. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager, à faire vivre cette chaîne. Elle est entre vos mains, nous co-créons ensemble. Et encouragez-moi, encouragez-nous avec Julie à continuer. Vous avez vu, c'est beaucoup de travail et on en a encore pour longtemps puisque nous en sommes qu'au 4e mois, nous avons 13 mois à faire. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et il va y avoir un dernier audio qui va conclure. Qu'est-ce que c'était finalement cette porte de l'Est? Comment on l'intègre? Qui fera une synthèse de la porte de l'Est avant de basculer vers le mois de mai. Mai sera la première lune de la porte du Sud. Mai, juin, juillet, la porte du Sud. Juillet étant la dernière lune du masculin. Donc nous allons ouvrir la porte, enfin s'approcher de la porte du Sud, l'apprivoiser. Et c'est une porte de maturation du masculin jusqu'à juillet. À bientôt!